Bonjour, le professeur Akindes est professeur de sociologie à l'université Alassane Ouattara à Bouaké en Côte d'Ivoire. Nous le rejoignons à Abidjan pour cette entrevue sur la montée du Covid-19 en Côte d'Ivoire comme dans la sous-région. Professeur Akindes, bonjour. Bonjour. Professeur, quel regard portez-vous ce jour sur les réactions du gouvernement ivoirien comme de ses voisins ouest-africains face à la pandémie du Covid-19? Alors, comme tous les gouvernements du monde, le gouvernement ivoirien a essayé de réagir à cette pandémie en mettant en place un plan de riposte, comme il en a mis pour quand il y a eu Ebola. Alors, ce plan de riposte se compose de mesures barrières, de stratégies de communication en direction des populations, mais également de limitation de la mobilité dans l'espace, parce que pour éviter la propagation de la pandémie. Et donc, du coup, Abidjan, le grand Abidjan a été isolé des autres parties du pays, parce que au 15 avril déjà, le taux de contamination était de 93%. Et à Abidjan, surtout par rapport à toute l'étendue du territoire, et avec des communes de prédilection. Alors, donc, ça justifie un peu pourquoi le Grand Abidjan a été isolé. Donc, comme tous les autres pays, le gouvernement ivoirien a mis en place un plan de riposte. Et voilà. Mhm. Et est-ce qu'on peut, dans une ville comme Abidjan, avec une certaine densité de population, mettre en œuvre de manière efficace au sein des populations des mesures de confinement ou de distanciation sociale ou de gestes barrières? Alors, d'abord, première chose, à un moment donné, dans presque tous les pays, on a eu le sentiment que toutes ces mesures, à part le fait qu'on dise aux gens de rester chez eux, comme on a pu le dire également en Europe, le fait qu'on indique les gestes barrières à observer, ben, tous les autres éléments ressemblaient un peu à un peu de bricolage, notamment le confinement, que moi je n'appelle pas ça confinement, j'appelle plutôt un pseudo-confinement, parce que l'État d'abord, les États se rendaient bien compte que le confinement pouvait être politiquement dangereux, pour la simple raison que toute politique de confinement doit s'accompagner de mesures. L'État doit accompagner les mesures de confinement par d'autres dispositions. Par exemple, en Chine, on a observé la distribution de vivres aux populations confinées. Et en France, dans un pays comme la France, il y a eu tout un tas de dispositions prises par rapport aux ménages. Les solidarités se sont organisées, des mécanismes de compensation ont été mis en place, des décisions ont été prises par rapport aux entreprises. Et quand on commence pas à entendre parler de confinement en Afrique et que l'État, la plupart des États en Afrique sont reconnus comme étant des États faibles, ils n'ont pas les moyens de dégager des ressources pour ce type d'accompagnement qui n'a pas de prix, mais qui a certainement un coût. Alors, le confinement devenait une annonce, un effet de mode parce que il fallait en parler. Mais si la pandémie avait connu la courbe qu'elle a connue dans les pays asiatiques, dans les pays du sud-est asiatique et dans les pays européens, on serait venu de fait à ce confinement, mais ce confinement aurait eu des conséquences énormes, énormes, des conséquences même notamment politiques. Pour la simple raison que la structure de l'habitat dans les villes, parce que tout à l'heure je vous disais, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le nombre de cas de contamination constatés était de 93%, mais en milieu urbain. Donc, ça, ce phénomène est surtout urbain. Alors, la structure de l'habitat, quand je vous parle de la structure de l'habitat, c'est que la majorité de la population vit dans des quartiers populaires et puis, pour certains, dans des espèces de bidonvilles et tout. Bon, dans des villes comme le Kenya, Kibera, vous voyez ce que représente Kibera, comme au Kenya, dans une ville comme Nairobi et tout le reste. Et en Côte d'Ivoire, partout, il y a des zones comme ça de forte concentration humaine et qui laissent présager de ce que c'est que le confinement, le risque de grande promiscuité dans le confinement.
Et c'est un luxe de demander aux gens de se confiner parce que on ne se confine pas de la même manière lorsqu'on habite une maison avec un jardin ou lorsqu'on habite un appartement avec un balcon ou sans balcon ou lorsqu'on est dans une cour populaire. Vous voyez, le confinement dans une cour populaire, imaginez ce que ça peut donner. Alors, le confinement avec des populations qui d'habitude gagnent leur pain au quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sortent plus pour aller travailler. Et quand l'État n'est pas en mesure d'apporter des mesures compensatoires, eh ben, au bout de 2 jours, ça ne fera même pas 2 jours parce que les gens n'auront pas de quoi vivre. Eh ben, ils vont préférer aller mourir de coronavirus que de devoir mourir privés de leur liberté d'aller chercher leur pain quotidien. Ça, c'est la deuxième dimension. Et puis, la troisième dimension, c'est que même les gestes barrières qu'on demande, un geste aussi simple que le lavage des mains, vous pouvez imaginer que dans certaines parties des villes africaines, l'accès à l'eau est problématique. Déjà, l'accès à l'eau à boire est problématique. C'est un grand luxe que de demander aux gens de se laver les mains avec de l'eau. Alors, donc, le confinement devient, qui est une mesure de santé publique inventée de toutes pièces par la Chine, tout récemment, que l'Europe a adopté, révèle toute la dimension inégalitaire des peuples capables de les mettre en marche. Quand la Chine l'a fait, elle a donné à manger à sa population. Quand les pays comme l'Italie, la France et tout le reste des pays européens l'ont fait, il y a également des mesures d'accompagnement. Il ne saurait y avoir de mesures d'accompagnement en Afrique. Et pour l'instant, l'évolution de la maladie n'appelle pas de confinement total. D'ailleurs, dans les pays qui l'ont essayé, pays comme l'Afrique du Sud, on a vu la limite du confinement, c'est pas respecté. C'est aussi simple que ça. Dans des villes comme la RDC, eh ben, on décomptait au premier ou au deuxième jour, quartier comme Gombe qui a été ceinturé, ben, il y avait 12 000 passages au point barrière. Ah, donc, vous voyez que le confinement a du mal, vraiment beaucoup de mal à être respecté. Et on est dans des stratégies, dans des logiques d'annonce de confinement, mais également de laisser-faire stratégique. Les gouvernements font semblant de ne pas voir que ce n'est pas respecté, mais tout en espérant que la maladie n'atteindrait pas sa courbe. Généralement, quand vous regardez les statistiques de morbidité dans ces pays, le taux de décès n'est pas très élevé, comme le taux journalier de décès n'est pas aussi élevé que ce qu'on a pu observer dans les pays asiatiques et dans les pays européens, et ce qui fait que la maladie est vue, la pandémie est vue comme lointaine. Donc, si vous voulez, la peur n'est pas aussi virale que ça. C'est-à-dire, on dit, bon, ben, finalement, vous avez même des façons de tourner en dérision cette maladie en disant, ben, de toute façon, ça ne peut pas toucher les Africains. La preuve, les Blancs meurent, les Africains, eux, ils ne meurent pas. Le soleil nous protège, Dieu nous protège. Voilà. Alors, la thèse selon laquelle les jeunes sont touchés, mais se révèlent être des porteurs asymptomatiques, a accru chez ces jeunes-là des comportements à risque, oubliant que leur contamination est une source de risque pour les personnes âgées. Et alors, il aurait fallu communiquer avec les jeunes sur cette question dans les pays africains, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Donc, ce qui fait que si la courbe de la maladie avait évolué comme ça a évolué en Europe et dans les pays asiatiques, eh bien, ça aurait été une catastrophe. Mais cette invitation au confinement dans certains pays, je pense à l'Inde par exemple, a invité des personnes à fuir les grandes villes, à retourner vers leur village. Est-ce que c'est un phénomène que l'on peut constater aussi en Côte d'Ivoire ou dans les pays de la sous-région? Mais on l'a observé, sans même l'appel à un confinement total. Le fait d'avoir isolé le Grand Abidjan a provoqué à l'approche du week-end un départ massif vers le milieu vers les villes de l'intérieur et le milieu rural, surtout à l'approche de la Pâques et de la fête de Pâques qui a une dimension culturelle dans certaines communautés, par exemple la communauté baoulé. Il appelle Pakinou, c'est le moment de retrouvailles de la communauté et tout. Et c'est justement à cette période-là, la mi-avril, que l'isolement avait déjà été prononcé. Donc, du coup,
ça gênait cette communauté dans cette manière de se retrouver. Donc, il y a eu des tentatives de contournement de la norme et ça a mis la police à rude épreuve. Vous voyez, donc, généralement, c'est ce qu'on a observé, par exemple, avec le coup-feu. Coup-feu au Sénégal, coup-feu en Côte d'Ivoire. La police s'est retrouvée à rude épreuve parce qu'elle n'a pas une culture de gestion de ce type de phénomène et a tendance à gérer cela avec beaucoup de brutalité, parce qu'il fallait montrer la force pour imposer de l'ordre, force de l'ordre. Et les jeunes voient ça un peu comme une violation de leur liberté parce qu'ils ne voient pas la dangerosité de la pandémie parce que personne ne meurt à côté d'eux pour ça. Ils estiment que ce n'est pas plus qu'une grippe, plus qu'un palu, et que d'ailleurs, le palu tue beaucoup plus que le coronavirus. Donc, du coup, ça crée une tension entre les forces de l'ordre et une partie de la population. Surtout que le couvre-feu réduit les moments de jouissance de leur liberté. Vous voyez, les restaurants sont fermés, les lieux publics sont fermés. Donc, c'est vécu comme une réduction de la liberté individuelle en l'absence de l'expérience de la gravité de la maladie. Parce qu'il ne voit personne mourir autour d'eux. On leur annonce vaguement qu'il y a des cas de contamination et quelques morts. On est à 10 morts aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur un peu plus de, je crois, près de 800 cas de testés positifs. Donc, vous voyez l'écart. C'est ça qui fait que la peur n'est pas virale. La peur, il y a le virus, mais ça n'a pas généré en Côte d'Ivoire et dans beaucoup d'autres pays africains une peur virale. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans une situation de saturation des services médicaux, mais au-delà des aspects sanitaires de la crise, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres conséquences en matière de sécurité alimentaire, transport des biens ou des personnes, migration interne, perte de revenus bien évidemment, effet sur l'emploi? Quelles sont les mesures à court et moyen terme que l'on peut voir venir? Alors, les conséquences à court terme, c'est d'abord sur les revenus. Sur les revenus des ménages et sur la bonne tenue des entreprises parce que on a contraint les entreprises à modifier leur mode de fonctionnement et certaines à fermer, par exemple, les agences de tourisme, les restaurants, les tenanciers de lieux de loisirs. Toutes ces catégories d'entreprises ont fermé. Et donc, vous voyez, donc d'abord, c'est des revenus en moins pour eux. Les employés les plus chanceux ont eu leur salaire divisé en deux, avec le risque de mise au chômage si le temps de fermeture d'entreprise se rallongeait. Parce qu'ils attendent les promesses de l'État. Je ne sais pas si c'est encore venu ou pas. Je sais que la CG6, c'est-à-dire que le patronat et l'État sont en discussion, mais la réponse de l'État ne sera jamais à la hauteur des attentes de ces micro-entrepreneurs dont les activités sont déjà touchées par les mesures d'urgence prises par l'État pour protéger la population contre la propagation du virus. À côté de cela, la plupart du temps, par exemple dans le cadre de la Côte d'Ivoire, des dispositions ont été prises pour que les rayons des supermarchés, que les marchés continuent de s'approvisionner. On ne voit pas, on ne sent pas les effets sur la sécurité alimentaire, mais la sécurité alimentaire est menacée par le fait que les revenus vont s'amenuiser. Donc, il va avoir certainement le vivre, mais les gens peuvent ne pas avoir les moyens de se les procurer parce que leurs activités sont en berne ou sont mises aux arrêts. Voilà. Professeur, vous avez parlé il y a quelques minutes de la réaction du peuple baoulé par rapport au confinement et de sa volonté de célébrer Pâques. Le professeur de sociologie que vous êtes, est-il surpris par certains comportements individuels, de groupes ou collectifs dans le développement de cette crise? Alors, d'abord, je vais vous parler des jeunes. Les jeunes croient très peu à cette pandémie. D'ailleurs, on les a confortés dans le fait que
les jeunes sont moins violemment touchés par le virus que les personnes âgées. Donc, de façon très égoïste, il s'autorise à prendre des risques. Il s'autorise à prendre des risques. Il aurait fallu vraiment une communication vraiment vigoureuse vis-à-vis de cette catégorie et mettre cette communication dans une perspective plutôt intergénérationnelle. C'est-à-dire leur faire comprendre que ne pas respecter les mesures, c'est faire prendre des risques à ceux, même à leurs parents qui sont plus âgés, leurs grands-mères, qui font partie de la population vulnérable. Voilà, ça, c'est quelque chose à souligner très fortement. Maintenant, à côté de cela, il y a la tentative de récupération par toutes sortes de personnes qui essayent de proposer de la médecine alternative. Par exemple, des tradipraticiens, même des marabouts, qui estiment qu'ils ont des solutions de prévention. On voit revenir toutes les rumeurs sur le traitement. Par exemple, les arbres de Nîmes ont été complètement décoiffés parce qu'à un moment donné a circulé l'information selon laquelle le Nîmes était une solution préventive contre le coronavirus. Il en a été de même pour le gingembre. Maintenant, depuis 3 ou 4 jours, la grande mode, c'est l'artémisia. Parce que ça a été décrété, enfin, le président malgache a dit que ces essais cliniques sont concluants et donnent des résultats plus probants que ceux même de la chloroquine. Donc, du coup, sur la ville d'Abidjan, tout le monde est à la recherche d'artémisia. Voilà. Donc, vous avez ce type de solutions alternatives par peur, voilà, qui se mettent en place, surtout dans la classe moyenne. Parce que je voudrais rajouter qu'il y a quand même une perception de classe dans la façon de voir cette maladie. Je suis allé me promener un peu pour voir de quoi il s'agit dans les quartiers populaires. Il y a de cela 4 jours. Après que l'État ait décrété obligatoire le port de masques, je me suis rendu compte que dans des quartiers comme Yopougon, comme à Bobo, eh bien, le masque est porté par, je dirais, si je suis gentil, 1 personne sur 10. Parce qu'ils considèrent qu'ils ne font pas partie de la catégorie des gens à risque, pour la simple raison qu'eux, ils ne voyagent pas. C'est une pandémie qui est venue par les airs, par avion. Et eux, ils ne voyagent pas, ils sont là. Donc, ils ne voient que le côté migrateur du virus, mais ils ne voient pas le côté communautaire de la propagation. D'autant plus qu'on leur dit que à la mi-avril, les contaminés se retrouvaient à 93% dans la ville d'Abidjan, et que sur les 93%, les 2 communes les plus touchées sont Cocody, donc le quartier élitiste, les élites par exception, et puis Marcory, parce qu'il y a une enclave dans Marcory, de quartier résidentiel à Marcory, où vivent des gens qui ont des moyens. Voilà. Donc, du coup, la perception de la maladie s'en trouve affectée. Donc, dans les quartiers populaires, les mesures barrières qui sont recommandées, la distanciation sociale qui est recommandée, tout ça n'est pas très respecté. Voilà. Et se rajoute le fait qu'ils ne voient pas de mort de coronavirus juste à côté d'eux. Le G20 a prononcé la suspension pour 1 année des dettes bilatérales vis-à-vis des États africains. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que l'État ivoirien souhaiterait voir mettre en place, ou d'autres appuis, soit-il chinois ou de l'Union africaine, ou d'autres interventions bilatérales? Est-ce que l'État est en mesure de faire face tout seul, ou a-t-il besoin d'aide extérieure ou d'aide humanitaire? Alors, pour l'instant, l'État ne donne pas l'impression de ne pas pouvoir répondre à l'état actuel de la propagation du virus. On se rend même compte que le nombre de cas de guérison est en augmentation et que le nombre de cas de décès n'évolue pas outre mesure, même si le nombre de cas de testés positifs augmente au quotidien et tourne autour de 50 cas en moyenne par jour.
Donc, l'État n'a pas encore décrété son incapacité à répondre à l'état actuel de la propagation du virus en Côte d'Ivoire. Toujours est-il qu'un État trouve toujours bien de réduire la pression budgétaire si il peut retrouver sa dette, le paiement de sa dette reculé, cas opératoire, ou s'il peut retrouver sa dette dans le meilleur des cas annulée. C'est parce que ce qu'ils demandent tous, c'est l'annulation de leur dette. Et apparemment, ce n'est pas ce que l'on entend. C'est-à-dire que le moratoire, c'est que bon, bah, la dette, on peut supprimer les intérêts, mais vous allez payer la dette de façon différée. Bon, c'est ce qui revient comme décision majeure suite à la réunion du G20. Mais je pense qu'eux, ils auraient souhaité avoir beaucoup plus de largesse pour faire face à un système sanitaire qui est structurellement faible. Si c'est l'occasion de comprendre que le risque est permanent et qu'un système sanitaire doit être toujours en mesure de répondre à ce type de risque et non attendre qu'il y ait le risque massif pour espérer prendre des mesures d'urgence. Eh bien, si l'annulation de la dette peut être une solution, pourquoi pas? Mais ça m'étonnerait qu'il l'obtienne comme il souhaite que ça se fasse. D'accord. Est-ce que vous avez des dernières considérations relatives au développement de la pandémie à partager avec nous que nous n'aurions pas évoquées dans des questions précédentes? Alors, ce qu'on ne voit pas bien dans les contextes africains, c'est que, vous voyez, quand vous prenez la situation de l'Europe et de l'Asie face à la pandémie, vous avez des politiques nationales. Certains ont choisi l'approche auto-immunitaire. Les pays comme la Suède ont choisi l'approche auto-immunitaire parce que leur démographie le permet. Il y a même des facteurs culturels qui tendent à justifier ce type d'approche. Et cela est doublé du fait qu'ils ont commencé par confiner les personnes adultes pour espérer ne pas voir augmenter la pression sur les systèmes de santé. Ça se comprend, c'est logique. Des pays comme la France sont venus tout de suite par le confinement parce qu'ils ont traîné, la France a traîné à prendre des dispositions, mais a essayé de rattraper ça par le confinement pour réduire la pression sur le système de santé et puis le temps de s'équiper et tout le reste. Des pays comme l'Allemagne ont fonctionné un peu comme les Suédois et ça leur a permis d'avoir le résultat qu'ils ont. Mais vous voyez, quand on passe d'un pays à un autre, on voit des approches contextuelles. Je n'ai pas l'impression d'avoir des approches contextuelles en Afrique. On navigue à vue. Vous voyez, on navigue à vue. Et c'est aussi le signe d'État fragile. C'est un signe. Les épidémies révèlent les inégalités entre les nations, les inégalités à l'intérieur des nations, les inégalités dans la capacité des nations à mettre en place des politiques publiques adaptées face aux situations auxquelles elles se trouvent. Alors, et là, le coronavirus est vraiment le cas typique. Dans l'urgence, on ne voit pas poindre ces politiques argumentées, logiques, critiquables. Si elles se mettaient à l'œuvre, on ne le sent pas. Ça, on ne le sent pas. Voilà. J'ai une dernière question pour vous qui rebondit sur ce que vous disiez sur la Suède. Vous avez évoqué le rôle de la démographie dans la réponse au coronavirus. Est-ce qu'une partie de la réponse au fait qu'il y ait pour l'instant si peu de cas à la fois contaminés et en réanimation, en traitement, etc., ne vient pas du fait que le nombre de personnes âgées est proportionnellement plus important dans les pays du Nord, le fait aussi que les personnes âgées sont regroupées dans des établissements spécialisés et comme elles sont plus faibles, le virus va se propager de manière très rapide. Quelle est la lecture que vous faites du rôle de la démographie en Côte d'Ivoire? Est-ce que la courbe est différente? Je l'imagine. Ce que l'on entend souvent dire, c'est que nous avons le bénéfice d'une démographie, d'une population jeune.
parce que l'effet du coronavirus sur les jeunes est moins grave que sur la frange de la population âgée. Or, quand on regarde la pyramide des âges, l'Afrique a une population mais très jeune, 60% de la population a moins de 35 ans, et c'est un gros avantage face à cette situation que nous connaissons tous. Quelque part, cette hypothèse n'est pas à négliger. Deuxième hypothèse souvent évoquée, c'est les effets de la température sur le virus. Oui. Est-ce vrai, est-ce faux? Ça, on l'entend souvent et on met on explique la situation de la lente progression de la pandémie par le croisement de ces deux facteurs. On rajoute de plus en plus un troisième facteur qui est que c'est une population qui a une consommation de chloroquine, qui a eu une consommation de chloroquine, qui joue certainement dans l'exposition ou non au virus. Donc, quelque part, je ne sais pas, moi, je ne suis pas virologue, mais c'est probable que la réponse se trouve dans la conjonction de ces trois facteurs qu'il faut prendre au sérieux. Professeur Akindes, merci beaucoup pour ces analyses et cette lecture de l'introduction du virus en Côte d'Ivoire. On aura l'occasion de se reparler peut-être dans 2 mois pour faire un suivi avec Alternative Humanitaire. Merci pour tout et au plaisir. Au revoir. Bonsoir. Ouais. Bye bye.